Bonsoir à tous. Il y a 2 ans, nous étions déjà là pour les élections législatives. 2 ans durant lesquels il s'est passé beaucoup de choses. C'est déjà loin et pourtant j'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vraiment quitté. Et puis je vais vous faire une confidence parce que quand je suis rentrée là, il y a quelques minutes dans la salle, eh bien vous m'avez ému. Vous m'avez ému par votre enthousiasme, par votre dynamisme, par presque votre ferveur. Donc je me suis dit, ils sont là, ils sont encore là, ils sont toujours là. Merci, merci infiniment pour votre soutien, pour votre fidélité, votre présence. Applaudissez-vous. Pourtant, vous auriez pu ne pas être là. Après le spectacle désolant que vous a offert le monde politique depuis quelques mois, surtout ces dernières semaines, c'est quelques... C'est bon. Donc je vous disais que vous pourriez ne pas être là, puisque nous avons assisté à un triste spectacle, que ce soit avec la réaction incontrôlée, impulsive, d'orgueil d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, une prise de risque insensée, inutilement dangereuse. Emmanuel Macron qui n'a absolument pas mesuré les conséquences de cette dissolution irresponsable, à moins qu'il ne s'en soit délecté, et là c'est pire, et qui nous entraîne vers une sorte de chaos. Ou que ce soit au sein de notre propre famille politique qui nous a infligé le triste spectacle de la trahison préméditée, orchestrée d'Éric Ciotti. Spectacle tellement dommageable pour notre famille, éclatée désormais. Un monde politique devenu fou, et surtout si loin des préoccupations des Français, si loin de vos préoccupations. Et je mesure pleinement dans quelle situation vous vous trouvez, déboussolés, inquiets, certains même angoissés. Je l'ai senti durant cette campagne, je vous ai écouté, je vous ai entendu, et je me dis que plus que jamais, nous avons besoin d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale fiables, solides, ancrés dans les territoires, expérimentés aussi. Plus que jamais, nous avons besoin dans le Lot d'un député qui représente la stabilité, la force des convictions, la force de ses valeurs, les nôtres, la fidélité, la sincérité. Aurélien Pradier incarne tout cela. Il y a 7 ans, vous l'avez élu pour un premier mandat pour lui dire que vous lui accordiez votre confiance. Le second mandat que vous lui avez confié, ce fut la reconnaissance des promesses tenues. Vous lui avez dit, nous ne nous sommes pas trompés, nous vous renouvelons notre confiance. Aujourd'hui, dans ce paysage politique totalement bouleversé et sans repère, je vous demande de lui accorder pour la 3e fois votre confiance. Face à qui ? Face à une gauche qui a pactisé avec le diable. Et dans ce cartel des gauches, il y a malgré tout une gauche modérée, avec laquelle j'ai souvent échangé, notamment lorsque j'étais au conseil municipal de Cahors, dont je ne partageais pas les idées bien sûr, mais que je respectais infiniment. Cet accord signé avec les Insoumis, qui est un parti, je rappelle, violent, porteur de haine, encourageant l'antisémitisme, me paraît inconcevable. À aucun moment, je ne peux imaginer que le Lot, qui est une terre de bon sens, qui a toujours défendu des valeurs républicaines, puisse accepter de se compromettre avec un parti dont les candidats aux législatives dévoilés petit à petit se trouvent être tantôt des dealers, des fichés S, des homophobes, des négationnistes, des antisémites. Mais quelle pédigrée!
Je suis persuadée que la gauche républicaine que je connais ne se reconnaîtra pas dans cette alliance et aura à cœur de se laver de ce déshonneur et de cette indignité. J'en suis convaincue et sans trahir de secret, nombreux ont été ceux qui sont venus me le dire samedi dernier sur le marché. Nous avons également face à nous une candidate Rassemblement national, inconnue du bataillon, dont les journalistes que j'ai rencontrés mercredi disaient qu'ils ne l'avaient jamais vue, qu'ils étaient obligés de respecter le temps de parole, pour respecter leur temps de parole auquel ils sont soumis, de lui envoyer des messages. On imagine aisément 3 petits tours et puis s'en va avant le jour du vote. Mais de qui se moque-t-on? On se moque de vous. Quel manque de respect pour les Lotois que cette candidate parachutée qui n'a pas encore touché le sol lotois. Enfin, nous avons le candidat de la majorité présidentielle. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Les élections précédentes, c'était j'y vais pas. Aujourd'hui, c'est j'y vais pas, puis finalement j'y vais. Ben moi, je vous dis, je cherche la motivation de ce candidat pour représenter les Lotois. Et puis entre nous, je lui souhaite quand même bon courage. Parce qu'il faut quand même la porter, l'image du président Macron. Nous avons connu des présidents impopulaires. Nous avons connu Sarkozy en fin de mandat, ou Hollande en fin de mandat qui était impopulaire. Mais un tel niveau de détestation acquise par le président de la République, je n'en vois pas d'autre. Alors il faudra que le candidat M. Macron montre aux Lotois combien il a envie de les défendre pour gommer ce fardeau. Et pour te dire, j'ai pas senti ça sur les marchés. Bon, il est vrai qu'Aurélien était présent et qu'à lui seul, il cristallise toute l'attention. Vous le savez, Aurélien, c'est la famille. On lui parle des petits bobos, des gros bobos, on lui parle des peines, on lui parle des drames aussi. Et vous le savez bien ici, chacun a pu apprécier son écoute et son travail. Alors oui, quelle que soit votre couleur politique, il est urgent de donner votre confiance à un député sortant qui vous a défendu durant ces 7 ans et qui s'est emparé des sujets qui vous accompagnent dans votre quotidien, que ce soit la santé, où il a défendu une loi visant à favoriser l'installation des médecins dans les déserts médicaux, que ce soit contre la hausse d'impôts, où à chaque budget, il s'est battu pour la fiscalité de ceux qui travaillent et préserver le pouvoir d'achat des retraités, que ce soit le logement, que ce soit les services publics, que ce soit récemment l'agriculture et la viticulture, très durement touchés, pour lesquels il s'est battu auprès du ministre. Et évidemment que ce soit la réforme des retraites, en particulier la défense des carrières longues, qui lui a valu plus qu'un rappel à l'ordre, sauf qu'Aurélien, c'est tout sauf le petit doigt sur la couture. Alors pour finir, je vais vous dire, il y a 2 ans, ici même, lors du meeting de fin de campagne, je vous avais dit ceci. Je vous avais dit, à cet homme-là, vous pouvez faire confiance. Il ne vous mentira pas. Il ne vous trahira pas. Eh bien, aujourd'hui, vous savez qu'il n'a pas menti et qu'il n'a pas trahi. Et pour clore, je vais reprendre les propos d'un journaliste, François-Olivier Gisbert, pour ne pas le nommer, parce que je trouve qu'il le qualifie merveilleusement bien et que je ne ferai pas mieux. Il a dit la chose suivante. Il y a des gens comme Aurélien Pradier qui ont une mentalité très forte. Ce sont des survivants. Ce sont des guerriers qui ne veulent pas pactiser. Ils sont là pour tenir. Aurélien Pradier a été là pour tenir. Et il sera encore là pour tenir. Alors dès le premier tour, et sans aucune hésitation, je vous demande de lui renouveler votre confiance pour la 3e fois. Durant cette semaine de campagne extrêmement courte, nous avons besoin de votre totale mobilisation. Le 30 juin, nous aurons besoin de vous pour préserver cette chance unique pour les Lotois d'avoir une voix forte, d'avoir une voix libre pour vous représenter dignement et surtout sincèrement à l'Assemblée nationale. Merci. Bonsoir à tout le monde. Cher Aurélien, chère Brigitte,
chère équipe, chers lotois, chers amis. Mes premiers mots ce soir, je souhaite les dédier à une équipe formidable, notre équipe, composée de soutien, de relais, de proches, de collaborateurs. Vous avez su vous mobiliser en quelques heures suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez une nouvelle fois répondu à notre appel. Vous avez vous sillonnez encore notre circonscription dans tous les sens. Vous tractez, vous collez, vous boitez, souvent tard en soirée. Nous avons réussi à faire en 2 semaines ce que nous avions fait en 3 mois en 2022. Je demanderai vraiment de vous applaudir parce que on ne saura jamais comment vous remercier. Bravo, bravo, merci. Déjà pris dans les tourments, en proie au doute, la France est aujourd'hui déboussolée. Les digues tombent, les valeurs s'évaporent. Or, face à ces avalanches de chaos, nous, qui aimons la France, avons plus que jamais besoin de femmes et d'hommes ancrés dans le réel, posés dans la réflexion, dotés de sang-froid. Avec Aurélien, nous avons, nous le toit, une réponse calme, lucide, pleine d'espoir à proposer. Aurélien, c'est, permettez-moi cette image en ces temps affolés, une sainte trinité, à savoir l'enracinement, la simplicité et le courage. L'enracinement d'abord, car avant d'être un élu, Aurélien est un lotois qui est sincèrement amoureux de nos causes. Cette terre qu'il a vu naître, il ne veut pas l'oublier, tel cet illustre lotois d'adoption, Georges Pompidou, qui siège à Paris, mais qui ne se sent en paix qu'ici, dans le Lot. Dans un monde politique où l'on oublie ses fondamentaux, il est bon de rappeler que, quand on coupe les racines, ce sont les chaînes que l'on abat. C'est du Malraux. Simple ensuite. Je connais Aurélien depuis suffisamment longtemps désormais pour vous dire qu'il ne ment pas. Qu'il est à la vie comme à la politique. Accessible, franc, déterminé. C'est quelqu'un qui ne met pas toujours les gants. Il parle le lotois. Il parle avec ses tripes. Et c'est comme ça que nous l'aimons. Courageux enfin. Dans cette liberté lotoise, au volant de sa désormais mythique 4L, Aurélien n'en a pas fait un simple élément de langage comme les communicants qui nous gouvernent. Cette liberté, il a toujours gardé, préféré une quelconque place dans un organigramme. Il était le seul à avoir vu juste il y a quelques mois. Il a tenu bon. Aujourd'hui, l'actualité lui donne raison. C'est précisément ce qui fait sa force. Et demain, alors que toutes les forces politiques, ou plutôt devrais-je dire, les faiblesses politiques, se dressent contre lui, c'est ce courage qui fera que sa victoire sera encore plus belle. Avec Aurélien Pradier, nous avons une chance de répondre au chaos actuel dans un esprit républicain, humaniste, déterminé. Je me rappelle la fête de l'avenir que nous avions organisée il y a plus de 10 ans à la Bastille-Murat. C'était en 2012. Certains d'entre vous y étaient déjà. Je reconnais les têtes. C'est les fidèles. Ceux qui sont là depuis le début. Cette fête avait quelque chose de prémonitoire. Aurélien, l'avenir, c'est aujourd'hui. Et nous avons besoin de toi. Pour le Lot, pour la France, je suis et serai toujours aussi heureux d'être à tes côtés. Merci à toutes et à tous d'être nombreux ce soir pour relayer cet espoir. Je vous remercie. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence si nombreuse ce soir dans cette salle pleine à craquer comme je crois nous l'avons rarement connue. Merci à vous, merci à Brigitte, ma suppléante, qui désormais pour ce 3e combat m'accompagne dans cette campagne des élections législatives. Je veux la remercier parce que une suppléante a toujours un rôle important. Pas forcément le rôle public, mais le rôle de soutien. Le soutien, c'est celui ou celle qui, dans les moments les plus difficiles, est toujours là. C'est celle qui sait donner les bons conseils au bon moment, qui sait apaiser lorsque c'est nécessaire.
Brigitte, merci pour ta fidélité. Merci pour ton accompagnement, pour tes mots justes, pour ta vision toujours précise et pour ton humanité. Parce qu'au fond, c'est sûrement ce qui nous rassemble de plus essentiel. Merci à Sébastien. À Sébastien et à travers lui, Émilie Lacoste, qui ne pouvait pas être là ce soir, et qui depuis plusieurs semaines désormais accompagne l'ensemble des relais qui, canton par canton, commune par commune, vont labourer dans mon sillage ce territoire et faire en sorte de convaincre les Lotoises et les Lotois de faire, nous l'espérons, dans quelques jours désormais, le bon choix pour désigner celui qui deviendra leur député. Merci à toi, Sébastien, de m'accompagner aussi fidèlement depuis des années, au sport, dans la course à pied, comme dans la vie politique. Et sûrement d'ailleurs que des deux combats qui sont à mener, des deux batailles de marathon ou de sprint, on a appris l'un et l'autre la résistance, les épreuves, la solidité et l'encouragement mutuel. Je suis très heureux et très fier de t'avoir à mes côtés. Merci à la jeune génération. J'y ai appartenu fut un temps. Un peu moins désormais. Et nous tenions à ce que chacun et chacune d'entre eux soit présent sur cette estrade. Non pas pour faire de la figuration, parce qu'ils font campagne avec nous. Parce que chacun est venu nous solliciter il y a quelques semaines, quelques jours désormais, en nous disant cette fois-ci, nous voulons faire partie de l'aventure. Et moi qui vois au niveau national à quel point il est souvent difficile pour la famille politique à laquelle j'appartiens de convaincre des femmes et des hommes de la nouvelle génération que la politique peut encore changer leur vie, de voir qu'ici, dans le département du Lot, depuis plusieurs mois, plusieurs années et plusieurs semaines, nous arrivons à vous mobiliser. C'est pour moi une grande fierté et c'est aussi une grande responsabilité. Vous aurez demain à mener à peu près la même aventure que celle que j'ai pu mener. Je suis là aussi, vous pouvez les applaudir, très heureux de vous avoir avec nous. Enfin, c'est à vous que je voudrais dire merci. Aux Lotoises et aux Lotois qui sont ici. À ceux qui me sont les plus proches, mon équipe. Ils sont là, les uns et les autres. Mes collaborateurs, ceux qui il y a encore quelques jours étaient au sens le plus officiel du terme mon équipe parlementaire, qui aujourd'hui sont bénévoles pendant quelques semaines, le temps que nous retrouvions nos marques. Ils m'accompagnent, pour certains d'entre eux, depuis très longtemps. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir, pour mener toutes les batailles que nous avons à mener, ici dans le Lot, comme à Paris. Et je voudrais que vous les applaudissiez. Pour terminer, c'est à vous tous que je dois dire et que je veux dire merci. Il y a dans cette salle des visages que je connais depuis le premier jour où j'avais enfourché ma mobilette pour aller gagner la toute première élection réputée absolument imprenable. Il y a des visages qui ne m'ont pas quitté. Et puis, au fur et à mesure des batailles, au fur et à mesure des échecs, mais aussi des victoires, il y a de nouveaux visages qui nous ont rejoints. Et ce soir encore, je vois dans cette salle des Lotoises et des Lotois que j'ai croisés, connus, qui n'étaient sûrement pas habitués à des réunions politiques, qui n'étaient peut-être pas habitués pour certains d'entre eux à coller des affiches et à distribuer des tracts. Et pourtant vous êtes là. Et vous le voyez, à chaque élection, ce qui me redonne encore plus de force, c'est cette capacité à avoir non seulement des fidèles à mes côtés, mais aussi des femmes et des hommes qui petit à petit veulent s'engager. Merci aux fidèles, aux anciens et aux nouveaux d'être à mes côtés ce soir. Brigitte vous l'a dit tout à l'heure. La période que nous connaissons est sûrement une des plus troublées que nous avons connues depuis 40 ans. Oui, la décision du président de la République n'a que peu d'explications rationnelles. Sûrement y avait-il là ce à quoi Emmanuel Macron s'est le plus habitué, vouloir punir les Français. Dans chacune des décisions du président de la République, désormais depuis quasiment le début de sa responsabilité présidentielle, il y a une incapacité totale à entendre les messages que les Français veulent lui adresser. À chaque fois, il cherche à tout prix à comme sanctionner, presque punir les Françaises et les Français de ne pas l'aimer suffisamment. La décision de cette dissolution, si c'est un acte que l'on peut respecter, parce que respectons le retour au peuple quel qu'il soit, la manière dont la décision a été prise, le moment où elle a été prise, est en fait révélatrice de ce qu'il y a peut-être de pire en politique. L'immaturité, le caprice et la division.
Dehors Macron. Présider la France, c'est vouloir la rassembler. Présider la France, c'est l'aimer. Présider un pays, ce n'est pas chercher à l'incendier, à le fracturer, à le diviser. C'est toujours chercher à en tirer le meilleur, à l'unir. Présider la République, ce n'est pas être un chef de parti, ce n'est pas être le chef d'un camp contre un autre, ce n'est pas chercher pour se sauver soi-même à fracturer tout ce que l'on peut fracturer dans une nation. Non. Lorsque vous présidez la France, vous êtes le chef de l'État, le chef de la nation. Et il n'y a pas de nation s'il n'y a pas de rassemblement des Françaises et des Français. L'immense faute d'Emmanuel Macron, parmi tant d'autres, aura été continuellement de chercher à fracturer, diviser, peut-être pour un peu mieux régner. Depuis combien de temps dans notre pays n'avez-vous pas choisi un candidat pour ce qu'il représentait? Depuis combien de temps dans notre pays n'avons-nous pas voté pour? Depuis combien de temps votons-nous contre? Depuis combien de temps cherchons-nous seulement à éliminer ce qu'il y aurait de pire, sans pouvoir vraiment choisir ce qui nous conviendrait, ce qui nous ferait espérer, ce qui au fond nous donnerait l'enthousiasme de croire en la démocratie, en la politique et en notre pays? Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne porte plus un seul espoir. Chacune de ses décisions n'a qu'une vocation: agiter le pays. Cette faute-là est, à mes yeux, la faute la plus impardonnable de toutes. En politique, vous apprenez à grandir. Vous apprenez à mûrir, étape après étape. Lorsque vous êtes maire d'un village, vous savez parfaitement que votre devoir est de représenter tout le monde. Lorsque vous devenez député d'une terre comme celle du Lot, dans laquelle les sensibilités politiques sont diverses, parfois très différentes des vôtres, vous apprenez à rassembler et à unir. Il manque sûrement, au fond, au génie qui peut être celui d'Emmanuel Macron, l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Georges Pompidou venait chercher ici, dans le Lot, dans sa petite ferme de Cajarc. Georges Pompidou venait ici chercher la compréhension profonde du pays, le respect de tous. Il avait même été candidat à Cajarc, battu par les électeurs, et pour autant toujours amoureux de ce territoire. Il avait appris, compris, que l'humilité, la modestie, les valeurs, la discrétion, parfois le temps un peu plus long, tout sauf la précipitation, que tout cela était des valeurs essentielles pour diriger les hommes. Combien de fois Georges Pompidou a-t-il expliqué que ici dans le Lot, à Cajarc, au fur et à mesure du temps, il avait appris à connaître les hommes et les femmes, au fond, à connaître nos blessures, à se côtoyer, à s'estimer, à se respecter. Vous pouvez avoir la plus suprême des intelligences, vous pouvez avoir fait les plus grandes des études. Si vous n'avez pas eu un jour l'expérience des hommes, de leurs douleurs, de leurs inquiétudes et de leurs espoirs, alors vous n'êtes pas apte à diriger une grande nation comme la France. Ces clés fondamentales, il faut les rappeler. Dans un temps où l'on pense que les seuls effets de communication, la seule bonne tête, les seuls réseaux sociaux suffiraient à faire de vous un grand dirigeant. Au fond, rendez-vous compte de cette époque folle dans laquelle nous sommes. Nous en venons depuis quelques jours à chercher un nouveau Premier ministre. Et comme si nous n'avions pas été vaccinés d'un Premier ministre dont l'expérience des hommes, celle du terrain, avait été si maigre, nous irions en chercher un autre, dont l'expérience est encore plus maigre. Au fond, ce qui compterait désormais, c'est que le nœud de la cravate soit bien serré, que l'homme paraisse martial, qu'il ait un ton un peu dur, pour que nous imaginions qu'il puisse devenir un grand dirigeant de ce pays. Enfin, mes chers amis, nous n'avons pas été vaccinés. Vous n'avez pas vous-même été échaudés de ce que nous avons vécu depuis plusieurs mois? Non, TikTok ne fait pas de vous un bon Premier ministre. Non, la seule chose qui fait de vous un vrai dirigeant, ce qui fait que vous êtes capable de porter l'espoir et la responsabilité sur vos épaules, c'est l'expérience.
il y a quelque chose d'étonnant. La politique serait désormais devenue le seul métier, la seule mission qu'il ne faudrait jamais avoir appris. Au fond, vous seriez bon pour diriger le pays si vous n'avez jamais eu la moindre expérience pour le faire. Imaginez demain, vous allez prendre l'avion. Et une fois assis dans votre fauteuil, la ceinture serrée, les consignes de sécurité données, l'avion va commencer à décoller. Et juste au moment où les roues vont quitter le tarmac, à 10, 20, 30, 100 mètres de hauteur, le pilote va prendre le micro et va vous dire « Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous allons vivre ensemble une expérience formidable. Je n'ai jamais piloté de ma vie. Mais vous allez voir, je n'ai aucun mauvais réflexe, aucune mauvaise habitude. Et tout se passera extrêmement bien. » Au fond, tous les métiers s'apprendraient, toutes les missions nécessiteraient de l'expérience, sauf celle de conduire la nation. Si je vous le dis à vous, c'est parce que mon expérience, c'est vous. Parce qu'au fond, depuis 17 ans dans ce département, depuis mon premier mandat de conseiller général de la Bassine Murat, jusqu'à celui de maire, puis de député, c'est vous qui m'avez formé. C'est vous qui m'avez appris à tenir droit, qui m'avez appris que les convictions politiques, elles sont aussi faites pour convaincre et pour rassembler. C'est vous qui m'avez appris à écouter, à entendre ce que les uns et les autres avaient à dire. C'est vous qui m'avez appris à grandir. Et cette expérience nouvelle, celle de la dissolution, elle est aussi pour moi, pour nous, au fond, l'occasion de passer une nouvelle étape. La première de ces étapes, c'est la réélection. Oui, parce qu'en effet, pour continuer à mener tous les combats que j'ai été heureux et fier en votre nom de mener, il faut retrouver sa place à l'Assemblée nationale. Être capable à nouveau de batailler, de porter la voix forte que j'ai toujours portée, mais aussi la voix libre, qui est capable de défendre un territoire comme le nôtre. À tous ceux qui pensent que les meilleurs députés sont ceux qui rentrent dans des cases, je veux dire une chose claire. Les députés qui se font le mieux entendre à l'Assemblée nationale ne sont pas les Godillots ou les Playmobil d'un groupe ou d'un autre. Non, non, il y en a suffisamment. Ceux qui se font entendre sont ceux qui ont une voix forte. Non pas qu'ils hurlent, non pas qu'ils sèment la violence, non, mais qu'ils disent clairement ce qu'ils ont à dire, librement. Je l'ai toujours fait. Parce que vous m'avez appris à le faire. Dans ce territoire, on apprend d'abord la liberté. Dans les grands cosses, on apprend à être libre. Avoir la tête parfois un peu dure aussi, parce que le caillou vous durcit. Et cette tête dure, elle est au fond à la hauteur des convictions que l'on porte. Philippe Séguin avait l'habitude de dire que l'on avait toujours le tempérament de ses convictions. C'était souvent pour lui pour justifier le grand tempérament qu'il avait. Et il est vrai que souvent le tempérament va avec les convictions. Et ici dans le Lot, vous m'avez appris à avoir du tempérament. Ai-je été élu grâce à des vagues politiques? Non, jamais. Et d'ailleurs, la singularité de mon parcours, grâce à vous, a toujours fait que j'ai été élu au moment où on s'y attendait le moins. J'ai toujours été élu et réélu contre les vagues. Celle du socialisme, radicalisme de gauche que nous avons pu connaître ici historiquement, celle du macronisme lors de ma première élection, celle du macronisme répété, celle de la seconde élection, et puis désormais, à peu près contre toutes les vagues qui se lèvent dans une tempête généralisée. Et ce soir, ce dont je veux vous parler de plus essentiel, que j'ai appris à vos côtés, c'est la valeur dont Sébastien et Brigitte ont parlé tout à l'heure. Ce dont je veux vous parler ce soir, c'est de courage. Parce que peut-être que dans notre histoire contemporaine, il n'a jamais été autant nécessaire d'avoir de courage qu'aujourd'hui. Le courage, d'abord, c'est le courage de tenir droit, de ne pas trahir, de ne pas aller au plus facile, de ne pas se vendre. Peut-être ici dans cette salle, n'avons-nous pas tous exactement les mêmes convictions politiques. Sûrement d'ailleurs. Mais au fond, ce qui fait que nous nous respectons, ce n'est pas seulement nos idées politiques, c'est notre droiture. L'engagement politique, ce n'est pas qu'une affaire d'idées, c'est aussi une affaire de comportement. Ce sont des femmes et des hommes qui font la politique. Et si eux-mêmes se comportent comme des lâches, comme des arrivistes, comment voulez-vous que leurs idées puissent être solides?
Moi, je ne fais pas de distinction entre l'homme et l'artiste. Quand l'artiste politique se comporte de la pire manière, c'est que sûrement l'homme n'est pas exemplaire. En politique, ce dont nous avons d'abord besoin aujourd'hui, dans cette période où plus rien ne tient, où plus aucun repère ne vale, ce dont nous avons besoin, c'est de solidité. Ne vous y trompez pas. Parmi ceux qui, il y a quelques jours et quelques semaines, ont annoncé des ralliements, autant à Jean-Luc Mélenchon qu'à Marine Le Pen, aucun d'entre eux ne l'a fait pour la France. Aucun d'entre eux ne l'a fait pour l'intérêt supérieur de la nation. Non, aucun d'entre eux ne l'a fait pour des idées. Ils l'ont fait pour sauver leur petite peau. Aucun de ceux qui se sont précipités le soir même des élections européennes, aucun de ceux-là n'a pensé aux Françaises et aux Français. Et je le redis, quelles que soient les idées des uns et des autres, ce qui compte, c'est la droiture. Comment voulez-vous que les politiques soient respectés s'ils ne se respectent pas eux-mêmes dans leur propre attitude? J'entends ici ou là que ce sujet pourrait être secondaire, qu'au fond, il y a dans la vie politique des contingences, que ce qui compte, c'est de gagner. Mais là, on ne peut pas gagner à tout prix. Et bien souvent, ce que vous gagnez vite, vous le perdez aussitôt après. Nous avons besoin de cette stabilité. Et si j'ai résisté très clairement à toutes les tentations, si j'étais dur, y compris avec mes anciens amis politiques, ce n'est pas pour les blâmer eux-mêmes, ils n'ont à mes yeux plus d'importance, mais c'est parce qu'au moment où ils se sont vendus pour un plat de lentilles, ils ont abîmé toute l'idée que je me fais de la démocratie et de la politique. Ils ont abîmé beaucoup plus qu'eux-mêmes. Cette droiture-là, nous avons besoin de la réhabiliter. En politique, il y a pas si longtemps, un code d'honneur. Oui, dans les grands engagements, il y a normalement de grandes valeurs. Eh bien, moi, je vous le dis comme je le pense. Quitte à ce que mon chemin soit parfois plus difficile, quitte à ce qu'il soit plus tortueux, quitte à ce qu'il soit plus long, je ne céderai jamais sur le code d'honneur qui est le mien. La seule reconstruction possible de la politique, elle vaut par les valeurs humaines que vous portez. Oh, il y aura des moments plus faciles et plus difficiles que d'autres. Il est vrai qu'à l'instant où je vous parle, de me retrouver dans une position inconfortable, ce n'est pas la garantie la meilleure du succès. Mais depuis 15 jours désormais, une semaine, que nous sillonnons les routes du Lot, je n'entends que des Lotoises et des Lotois me dire « Monsieur le député, tenez bon ». Ils me disent ce qu'ils m'ont dit durant des semaines au moment de l'épisode des retraites. À un moment où j'ai dû aussi, contre pas mal de tempêtes, arracher ma propre liberté. Le courage, mes chers amis, c'est aussi cela. Être capable parfois de sortir des sentiers battus. Être capable parfois de ne pas être parfaitement obéissant à ceux qui se prétendent être vos chefs. Je l'ai vécu. J'en ai parfois assumé les conséquences. Et pour tout vous dire, un des galons dont je suis le plus fier aujourd'hui et que je porte sur mes épaules, c'est celui de l'expatriation qu'Éric Ciotti avait voulu à mon égard. Si je pouvais me faire tatouer sur le front « J'ai été viré par Éric Ciotti », je crois que je le ferais. Parce que avoir été viré par celui qui a trahi, c'est probablement bon signe. À cette époque-là, d'ailleurs, ce que je défendais semblait original, mais l'est beaucoup moins aujourd'hui. Qu'avais-je défendu en totale liberté au moment de la réforme des retraites? J'avais défendu cette idée simple que ceux qui avaient commencé à travailler le plus tôt, pour qui les métiers étaient souvent physiquement les plus difficiles, devaient aussi être ceux qui finissaient le plus tôt. Et nous nous sommes battus, pendant des nuits entières. Et nous avons obtenu plusieurs avancées, notamment sur la question des carrières longues. Quand il y a quelques jours, j'ai croisé à Cactus une dame qui est venue me voir en me disant « Monsieur le député, je veux juste vous dire merci. Merci parce que une des batailles que vous avez gagnées sur les carrières longues, je l'ai vécue. Elle me concerne. Cette dame-là n'était pas une feignante. Cette dame-là avait travaillé depuis ses 17 ans.
Et elle méritait bien qu'on se soit battu pour elle, comme pour plusieurs autres milliers de personnes, lorsque l'on croit en la valeur du travail. Je n'ai pas oublié cet épisode-là. Et je n'ai pas oublié deux choses en particulier. D'abord, je n'ai pas oublié que lorsque j'ai levé ce drapeau-là, j'étais seul. Et il est vrai qu'entouré de quelques amis, collègues députés, nous étions un tout petit noyau au départ. Combien ont-ils été, parmi les commentateurs, à nous expliquer qu'il y avait là une petite aventure individuelle, et au final, à rassembler 19 députés sur notre groupe. La leçon de tout cela, c'est que parfois au début, quand vous sortez du chemin, vous pouvez vous sentir un peu seul. Mais en général, quand les convictions sont bonnes, quand l'idéal que vous portez est honnête et sincère, quand vous vous battez pour le peuple, très vite, vous passez du statut de solitaire au statut de collectif. Je l'ai vécu au moment des retraites. Et je le vis encore aujourd'hui. La seconde leçon que j'ai retenue de cet épisode, c'est que tout le monde a le droit de changer d'avis. J'écoutais ce matin, non sans un certain étonnement, le petit homme de Nice, qui, tenu par la main par le grand Jordan, se faisait tirer sur la scène devant les chefs d'entreprise. Et le petit Eric disait au grand Jordan qu'il était d'accord avec toutes ses idées en matière économique. Le petit Eric, désormais, trouve que le grand Jordan est un formidable économiste. Vous savez, le petit Eric, c'est le même que j'ai connu il y a quelques mois, au moment de l'épisode des retraites, où le petit Eric, à ce moment-là, il était beaucoup plus rigoureux en matière budgétaire. Il trouvait que le combat que je menais sur les carrières longues était un mauvais combat. C'était pas sérieux. Et c'est pour ça qu'il m'avait, à l'époque, démis de mes fonctions. Et puis, quelques temps après, il a fallu voter une motion de censure contre le gouvernement de Mme Borne. À ce moment-là, le petit Eric disait quand même qu'il trouvait que le gouvernement de M. Macron n'était pas si mal, et qu'il ne fallait pas trop perturber le pays. Qu'au fond, ce que faisait Macron, c'était un peu ce que lui aurait aimé faire. Et donc, il n'a pas voté la motion de censure. Vous savez, à cette époque-là, il a sauvé le gouvernement d'Emmanuel Macron. Moi, je l'ai voté la motion de censure. Et je n'ai pas varié. En revanche, le petit Eric, maintenant qu'il est impressionné par le grand Jordan, il nous explique que finalement, il trouve que la retraite à 62 ans, c'est pas mal. Lui, il a voulu à 65. Encore, il trouvait que c'était pas assez dur. Et puis, il trouve aussi que finalement, les idées économiques du Rassemblement national, l'explosion de la dette, tout ça, c'est pas si mal, hein. Ce qui compte, au fond, c'est gagner des circonscriptions, l'avenir du pays, l'endettement du pays, les carrières longues, tout ça, c'est secondaire. Je vous le dis avec un petit sourire. Mais quand même, moi, j'ai envie que nous nous donnions une autre destinée que celle d'être Laurel et Hardy. J'ai plutôt envie de défendre des convictions jusqu'au bout, et je n'ai aucune espèce d'envie d'être le petit caniche que l'on va traîner sur la croisette à Nice pour essayer de gagner quelques voix supplémentaires. Pardon d'être aussi brutal. Mais quand même, au-delà du comportement, comment peut-on, en l'espace de 2 ans, mentir autant aux Français? Au fond, si la position de l'un ou de l'autre est la retraite à 65 ou à 67 ans, très bien, et nous aurons un débat. Et je ne serai pas d'accord. Et nous l'assumerons. Ce qui compte, c'est de ne pas tromper les Français. La tromperie est le pire des poisons. Comment peut-on tromper l'espérance de millions de Français qui peut-être vont vous faire confiance à une élection et qui seront immédiatement trahis dans les mois qui viennent par un programme qui ne sera jamais tenu? Le courage, c'est de ne jamais céder sur ses convictions. D'avoir là une ligne droite qui ne varie pas. Et puis le courage, c'est d'accepter jamais de transiger, de ne jamais accepter de transiger avec les valeurs de la République. Je le dis comme Brigitte l'a dit tout à l'heure, aux femmes et aux hommes de gauche sincères, et il y en a dans ce pays comme dans ce département. Pactiser avec Jean-Luc Mélenchon, c'est faire insulte à toute l'histoire de la gauche républicaine. Pactiser avec Jean-Luc Mélenchon, c'est accepter que tous les fondamentaux de la République et de la nation soient passés en perte et profit d'avantages électoraux. J'imagine ce que doivent penser les électeurs qu'il y a quelques semaines encore,
ont cru en Carole Delga, ont cru en Raphaël Glucksmann, parce qu'ils avaient juré, la main sur le cœur, que jamais ils ne pactiseraient avec Jean-Luc Mélenchon. J'imagine l'acte de trahison gigantesque que cela doit être aujourd'hui, de les voir apposer leur signature en bas de l'accord électoral. Comment voulez-vous que nous retrouvions de l'ordre, des fondamentaux, que nous redressions ce pays, si l'on n'est pas capable de considérer que Jean-Luc Mélenchon est un des ennemis caractérisés aujourd'hui de ce que sont les valeurs de la République? Comment peut-on braver l'essentiel pour des postes? Chaque jour, depuis plus d'une semaine, nous entendons sur le terrain des femmes et des hommes qui viennent nous voir en nous disant il vous faudra, vous, être les garants de ces valeurs républicaines que tant d'autres ont oubliées. Alors je veux leur dire, ce soir comme je le leur dis à chaque instant, je ne les trahirai pas. Nous n'aurons pas toujours les mêmes idées, nous n'aurons peut-être pas toujours les mêmes positions, et nos convictions pourront être différentes. Mais sur l'essentiel, qui est le redressement de la France et le rétablissement de la République, nous nous retrouverons. Les grands principes, comme celui de la laïcité, ont été portés par des femmes et des hommes sincères qui se sont rassemblés venus de plusieurs familles politiques. À l'époque, la gauche, comme la droite républicaine, défendait la laïcité. Il faudra bien demain que celles et ceux qui reviendront à l'Assemblée nationale, libres, qui n'auront pas plongé leurs mains dans les magouilles électorales, il faudra bien que ces femmes et ces hommes qui auront résisté se reparlent. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de l'intérêt supérieur de notre pays. Et je vous le dis, si demain les Lotois me renouvellent leur confiance, je reviendrai à l'Assemblée nationale avec une exigence. Parler à toutes celles et ceux qui n'auront pas perdu leur repère républicain. Il y a suffisamment d'adversaires de la République pour que ceux qui veulent défendre la République se retrouvent, se rassemblent, unissent leurs forces. Et pour cela, il faudra que chacun d'entre nous retrouvions un peu de liberté. Le dernier des courages, c'est sûrement celui-ci. Retrouver de la liberté. Pour la première fois de tout mon engagement politique, lorsque je suis allé déposer ma candidature en préfecture, je n'ai pas coché la case les Républicains. Et vous savez l'attachement que j'ai toujours eu à cette famille politique. Vous savez que même dans les moments les plus difficiles, dont celui des retraites, je ne suis jamais parti. Mais il n'est pas imaginable pour moi que les grandes valeurs du gaullisme soient aujourd'hui absorbées, englouties dans le marasme qui est celui des Républicains. Je le dis très clairement, les temps ont changé. Et peut-être moi-même, dans cette dissolution, j'ai pu connaître une nouvelle étape. Au fond, en faisant la dissolution, Emmanuel Macron a semé beaucoup de troubles dans le pays. Mais il m'a aussi fait perdre les derniers millimètres de timidité que je pouvais avoir. Et peut-être que dans quelques temps, je le remercierai d'avoir fini de me déniaiser sur les questions de liberté politique. Oui, je me sens plus libre que jamais. Pas libre d'être seul, non. Libre de reconstruire ce qui doit être reconstruit. Il n'est pas possible que notre pays continue à étouffer entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a un autre espace. Les gaullistes, aujourd'hui, doivent se faire entendre. Les gaullistes, ceux qui sont fidèles au grand message du général de Gaulle, à la droiture, à l'amour de la patrie, à l'ordre nécessaire, à la justice sociale, tout cela doivent se faire entendre. Il y a beaucoup de travail. Et pour que ce travail-là puisse commencer, il me fallait reprendre ma liberté. Est-ce que j'ai hésité? Oui. Est-ce que je me suis questionné? Oui, beaucoup. Et je pense que le monde politique que nous connaîtrons après les élections législatives n'aura rien à voir avec le monde politique que nous avons connu auparavant. La Macronie est morte par l'acte même du président de la République. Et je considère que demain, dans une Assemblée nationale qui probablement ne trouvera aucune véritable majorité,
il faudra recréer un espace politique. Je vous le disais au début de mon propos. Depuis combien de temps n'avons-nous pas voté pour ? Depuis combien de temps avons-nous dû faire l'élimination entre l'un et l'autre ? Est-ce qu'il n'est pas temps, enfin, qu'une nouvelle génération politique, qu'une relève politique, reprenne le flambeau ? J'ai souvent hésité, parce que peut-être n'avais-je pas le sentiment d'avoir suffisamment de force pour cela. Et c'est là encore que je veux vous dire merci. Parce que si j'ai passé ce cap-là, c'est grâce aux Lautois, qui depuis bien longtemps déjà, depuis plusieurs semaines en particulier, me disent, monsieur le député, c'est à vous de faire. C'est à vous de faire. Et nous vous donnerons la force nécessaire ici depuis le Lot, pour que vous alliez avec d'autres de vos amis mener de plus grandes batailles. Au fond, pourquoi serions-nous éternellement spectateurs de la recomposition politique nationale ? N'avons-nous pas ici suffisamment fait l'épreuve de ce que nous étions capables de faire ? Savez-vous combien de députés, les Républicains sortants, ont rejoint la même aventure que moi, derrière une bannière, celle du courage ? Nous sommes 10. Oui, ça vous paraît peu. Mais savez-vous combien ont rejoint Éric Ciotti dans son aventure ? Une, en plus de lui. Et de qui parlons-nous principalement ? De ceux qui sont allés jouer les supplétifs ? Eh bien, très bien. Moi, je ne me sens pas l'âme d'un supplétif. Alors, nous allons tracer ce chemin. Nous sommes, à l'échelle du pays, plus d'une trentaine de candidats à avoir rejoint cette même bannière, sans même qu'on ait construit ou prémédité quoi que ce soit. Nous nous sommes parlé depuis quelques jours, en nous disant au fond que rien de ce qui était sur la table ne nous convenait. Tous les jours, je croise des électeurs, des citoyens, qui me disent « rien de tout cela ne nous va », qui savent parfaitement, même de gauche, que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être l'avenir pour le pays, qui savent aussi, au fond d'eux-mêmes, que ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella ne seront capables de redresser cette nation. Et qui me disent « mais au milieu de tout cela, il doit y avoir autre chose que le macronisme ». Eh bien, je pense qu'au milieu de tout cela, il y a les gaullistes. Oui, c'est un mot vieux. Oui, c'est un mot que l'on ne prononce plus. Et oui, c'est un mot dont on a sûrement, pour beaucoup, y compris pour moi, oublié la réalité. Eh bien, il va falloir réinventer ce qu'a été le gaullisme. Il va falloir le reconstruire. Et je vous le dis comme une promesse, cela mettra le temps nécessaire, le temps qu'il faudra. Et je le ferai. Nous le ferons. Et je ne serai pas seul dans cette aventure. Il y a quelques heures, lorsque je discutais avec plusieurs de mes amis politiques, nous avions exactement la même réflexion. Et si nous avons été si nombreux à arracher notre liberté au moment de notre candidature, ce n'est pas pour rester seuls. Non, non, pas du tout. Et c'est de même pour ouvrir cet espace-là. Peut-être que pendant quelques temps, vous serez comme moi interrogatif. C'est-à-dire au fond, mais qui sont ces quelques hussards qui ouvrent le chemin ? Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour gagner la bataille. Les plus grandes aventures politiques, elles ont commencé par une poignée de hussards. Vous croyez vraiment que Jacques Chirac, en 1993, était entouré d'une foule immense qui l'acclamait à l'Assemblée nationale ? Non. Jacques Chirac, en 1993, quand il fait le choix d'une aventure incroyable, d'une chevauchée à laquelle pas grand monde ne croit, ils sont une petite poignée. Et cette petite poignée est devenue plus grande, jusqu'à gagner, en 1995, l'élection présidentielle. Et a porté, durant toute cette période, un espoir. C'est exactement ce qui nous attend. Et si je garde quelques forces, depuis quelques jours, ce n'est pas seulement pour gagner les élections législatives, parce que c'est la première des étapes, mais c'est aussi pour mener toute la reconstruction qui sera nécessaire derrière. Oui, il faudra des bâtisseurs. Et comme tout bâtisseur, nous passerons un peu pour fous. Comment nous nous appellerons, je n'en sais rien. Et ce n'est pas le fond du sujet. Ce que je sais juste, c'est que nous allons réinstaller dans ce pays cette nécessité de concilier l'ordre et la justice. Charles Pasqua avait une belle phrase. Il disait « Si être pour l'ordre, c'est être de droite, alors je suis de droite. Si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, alors je suis de gauche. » Malraux disait que le plus beau des partis politiques,
c'était celui qui ressemblait au métro le soir à 19h. Depuis quand un parti politique n'a-t-il pas représenté le métro à 19h? Depuis quand un parti politique n'a-t-il pas été capable de porter l'espérance populaire? Depuis quand? Depuis si longtemps. Et j'ai vécu dans ma propre famille politique ces vieilles habitudes qui consistaient à vivre d'une espèce de rente électorale, de plus en plus petite, de plus en plus maigrichonne. Il faut en sortir. Il faut, au fond, demain, retrouver un autre espace et un autre élan. Je ne le ferai pas sans mes amis. Je le ferai avec eux. Et lorsque, dans quelques semaines, nous reviendrons à l'Assemblée, cette force de conviction, je ne l'aurai pas seulement devant vous, je l'aurai aussi devant mes amis députés. Il y aura demain à l'Assemblée les supplétifs, et puis les autres. Ceux qui n'auront pas cédé, et qui, au fond, auront encore une parole à porter. Enfin, et je terminerai sur cela, le plus grand des courages sera de devoir rebâtir à peu près tout ce qui est nécessaire dans notre pays. Vous le voyez comme moi, plus rien ne tient. Notre école est à genoux. Notre économie n'a quasiment plus aucun sens. Le travail ne paie plus. Le salaire ne vous permet plus de vous élever dans la société, dans la vie, d'acheter votre maison, de fonder votre famille, comme ce fut le cas à une autre époque de notre pays. Nous voyons, plus rien n'est maîtrisé en matière d'ordre. Ici même, dans nos territoires, les trafics de drogue s'installent, prennent une place qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Et nous laissons faire, tout doucement. Nous nous habituons banalement aux viols de jeunes filles, aux actes antisémites les plus ignobles. Nous nous habituons à ce que nos propres frontières ne soient en rien maîtrisées, qu'un grand pays comme la France n'exécute pas l'extrême majorité de ses obligations de quitter le territoire français. Nous nous habituons à tout cela. Un des grands dangers qui nous guette, c'est cette accoutumance. Vous savez, la grenouille que l'on plonge en eau froide, dont on fait monter la température progressivement et qui finit ébouillantée sans même s'en rendre compte. La responsabilité politique, aujourd'hui, elle est d'éveiller les consciences, de réveiller toutes les indignations nécessaires, et de dire que oui, évidemment, sur tous ces sujets, rien de tout cela n'est acceptable, que le bricolage a suffisamment duré, et que désormais, sur les grands pans de la République, il faudra mener de véritables révolutions. Oui, je vous le dis comme je le pense, il faudra demain un tempérament de révolutionnaire pour redresser la République. Non pas pour la tuer, non pas pour la subir comme d'autres les étaient, mais pour redresser ces pans entiers, ces poutres fondamentales qui faisaient que notre pays tenait. Et au fond, le plus grand vertige que je peux avoir comme responsable politique, c'est exactement celui-ci. C'est de me rendre compte qu'il n'y a pas un sujet qui ne va pas nécessiter de consacrer toute sa force, tout son caractère, toute son énergie pour relever tout ce qui doit être relevé. Il n'y a pas un sujet, mes chers amis, sur lequel aujourd'hui la France tient bon. Et si nous voulons demain que, y compris les votes les plus extrêmes, disparaissent ou s'effacent, la seule solution, c'est d'agir. C'est la passivité, c'est la lâcheté qui nourrit les votes les plus radicaux. L'action et le courage, c'est le meilleur remède contre les votes extrêmes. Cette responsabilité politique, c'est celle que nous devons porter. Le temps des limaces est terminé. Désormais, il faut des aventuriers. Partout, à tous les étages de l'État, à tous les étages de la nation. Il faut des femmes et des hommes qui n'auront pas froid aux yeux demain pour rebâtir la nation. Et nous saurons le faire à l'Assemblée nationale. Je vais même vous dire, nous saurions le faire dans un gouvernement. La grande faiblesse qui sera celle d'Emmanuel Macron après la dissolution sera que de toute façon, il n'aura plus aucune majorité. Même pas de majorité relative. Ce dont il aurait pu se contenter au fond depuis quelque temps. Alors, il faudra bien qu'il cohabite, Emmanuel Macron. Il faudra bien qu'il accepte de se faire tordre le bras par ceux qui, peut-être, dirigeront le pays. Oui, au moment où Emmanuel Macron a acté la dissolution, il a acté sa propre dissolution politique. Son pouvoir est dissous. Et désormais, ce sera aux bâtisseurs dont je parlais tout à l'heure de reconstruire les choses. Alors que l'on soit clair, je ne le ferai jamais dans une soumission à Emmanuel Macron. Je ne m'y suis pas soumis depuis des années, ce n'est pas pour le faire aujourd'hui. Mais je n'ai aucun problème à le faire dans une cohabitation.
Je n'ai aucun problème à faire partie de ceux qui tordent le bras d'Emmanuel Macron, parce que pendant 2 ans, nous ne pourrons pas nous satisfaire d'un pays qui continue à s'effondrer. Pendant 2 ans, il va bien falloir commencer à redresser la barre, à redresser ce pays, nos territoires, à continuer à défendre ceux qui doivent l'être. Alors oui, désormais, il va falloir qu'Emmanuel Macron s'habitue à ceux auxquels il s'habitue le moins. Ne pas avoir l'autorité. Oui, il va falloir qu'il s'habitue à ce que d'autres décident pour la France. Et il aura son rôle, celui d'inaugurer les chrysanthèmes. Il le fait plutôt pas mal d'ailleurs depuis quelques temps. Ce rôle d'un président de la République qui, pendant 2 ans, fait des fêtes de la musique à l'Élysée, pose des gerbes ici ou là, ça me va très bien. Nous, on s'occupera de la France. On s'occupera des Françaises et des Français. De redresser cette barre dont je vous parlais tout à l'heure. Mes chers amis, je ne pensais pas que, au cours du mandat parlementaire que vous m'aviez confié il y a 2 ans, j'en sois à vous dire tout ce que je vous ai dit ce soir. Et je ne pensais pas, il y a encore un mois, que j'en serais à vous dire que pour ma part, grâce à vous, j'ai passé une nouvelle étape, qu'avec plusieurs de mes amis nous allons mener. Je ne pensais pas cela. Je pensais qu'il fallait attendre, encore un peu. Et vous étiez beaucoup à me pousser à aller plus vite. Remercions au fond un peu Emmanuel Macron, de nous avoir poussé à accélérer tout ce qui prenait un peu trop de temps. Nous avons désormais devant nous une semaine. Une semaine jusqu'au premier tour des élections législatives. Une semaine pour expliquer aux Lotoises et aux Lotois, autour de vous, à vos amis, à vos proches, que cette élection, elle est déterminante pour le Lot comme pour la France. Brigitte l'a dit tout à l'heure. Dans cette campagne, nous avons en face de nous des candidats qui, pour certains, ne connaissent rien en Lot. Le Rassemblement national a réussi ici sûrement un de ses plus grands coups d'éclat. Ils nous ont envoyé une candidate, traductrice de russe et de polonais, venue du département voisin. Elle a une qualité, cette candidate. C'est qu'elle ne pourra pas faire la plus grande erreur de sa vie. Elle ne pourra pas voter pour elle, puisqu'elle est inscrite sur les listes électorales du département voisin. Et au fond, moi, une candidate qui ne peut même pas voter pour elle-même, ça me va bien, en question des concurrents. Et puis, il faut que vous disiez à celles et ceux qui vous entourent une chose claire. Dans le Lot, il n'y a pas de candidat de la gauche. Non, non. Il y a une candidate de l'extrême gauche. Dans le Lot, celle qui porte les couleurs de cette fameuse, de ce fameux cartel dont parlait Brigitte tout à l'heure, c'est une candidate de Jean-Luc Mélenchon. Dites-le autour de vous. Expliquez que demain, voter pour l'union des gauches, c'est choisir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Et les choses sont extrêmement claires. S'il y a un seul socialiste pour croire que demain, à l'Assemblée nationale, il pèsera plus que Jean-Luc Mélenchon, c'est ou qu'il est aveugle, ou qu'il est menteur. La réalité, c'est que le prochain groupe de l'Union de la gauche sera majoritairement constitué de députés issus de la France insoumise, comme ce fut le cas depuis 2 ans. Et que ceux qui mèneront la danse de cette fameuse gauche à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Luc Mélenchon et ce sont ses amis, personne d'autre. Dites-le autour de vous. Dites au président du conseil départemental, qui déjà difficilement capable de gérer les affaires de notre département, se veut aujourd'hui capable de gérer les affaires du pays, que quand on a été un bon socialiste, un bon centriste comme il l'a été, quand on a quitté le Parti socialiste parce qu'il le trouvait trop à gauche à l'époque, on devrait être pétri de honte de se coller aux côtés d'une candidate qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Dites à vos amis, dites-leur au fond que ce qui compte demain, c'est que chacun tombe les masques. Comment pensez-vous que nous pourrons reconstruire les fondamentaux de la République si chacun se cache derrière ses extrémismes, derrière ses radicalités et cette violence qui s'est installée partout, y compris dans la vie politique? Le seul chemin possible, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Brigitte l'a dit, et je n'insiste pas, je souhaite bonne chance à ceux qui vont porter un peu honteusement les couleurs d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Et c'est vrai d'ailleurs, je le vois, qu'eux-mêmes ont une légère hésitation à dire qu'ils sont macronistes. Moi, je n'ai pas oublié les précédentes élections législatives, et notamment la toute première. La photo d'Emmanuel Macron était plus grande que celle des candidats.
Aujourd'hui, les logos sont le plus petits possible. Le terme n'est plus majorité présidentielle parce que, au fond, c'est un peu compliqué à assumer, mais une majorité pour la France ou je ne sais quelle autre chose. Et puis, disons les choses clairement. Quand on aspire à devenir député, c'est qu'on le veut vraiment. Pas pour soi-même, mais pour le territoire. Je propose à tous les candidats qui, aujourd'hui, se sentent pousser des ailes dans ce département, de ne surtout pas lâcher leur combativité dans les années qui viennent. Parce que, lorsque, je l'espère, les Lotois me referont confiance, que je reviendrai à l'Assemblée nationale pour défendre le Lot, j'aurai besoin d'eux. Lorsque nous aurons à défendre l'hôpital de Cahors ou de Gourdon, comme je l'ai fait depuis plusieurs années, de maintenir ou la maternité ou d'installer un IRM, lorsqu'il sera nécessaire de défendre nos viticulteurs, de défendre nos services publics, notre ligne de train, je serai extrêmement heureux de les avoir à mes côtés. Parce que depuis 2 ans, aucun d'entre eux ne m'a encombré. À chaque fois qu'il s'est agi de défendre le territoire, ils avaient généralement une bonne excuse pour ne pas être là. Le combat, l'engagement, la défense d'un territoire, ça ne se joue pas en l'espace de 15 jours. Ça se joue sur de nombreuses années. Et ce chemin long, ce temps plus long, c'est ce qui nous attend collectivement. Nous aurons l'occasion de nous revoir, sûrement à la rentrée de septembre. En septembre ou en octobre, peut-être qu'une initiative politique, celle dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, qui n'est pas encore extrêmement précise, mais dont les contours sont de plus en plus clairs, sera lancée ici depuis le Lot. Peut-être au fond que tout ce qui a commencé pour moi, personnellement, peut aussi collectivement commencer dans le Lot. Peut-être qu'après l'été, quand chacun aura retrouvé ses esprits, nous réunirons ici dans le Lot des femmes et des hommes venus d'un peu partout en France, des députés qui se sentent gaullistes, des élus des territoires, qui eux-mêmes se disent qu'il faut cesser d'étouffer entre Mélenchon et Le Pen, et qui se diront que peut-être ici, depuis le Lot, on peut lancer une belle aventure. Georges Pompidou l'avait fait, depuis Cajar. Jacques Chirac l'avait fait, depuis la Corrèze. Au fond, il y a comme un triangle là, qui peut-être dit quelque chose d'une suite que nous pourrions avoir. Et chers amis, une semaine pour aller convaincre. Une semaine pour partout continuer à labourer comme vous le faites. Une semaine pour qu'il ne nous manque pas une seule voix. Une semaine pour que cette belle confiance que je porte sur les épaules grâce au Lotois nous permette non seulement demain de porter une voix libre et une voix forte pour le Lot, mais aussi une voix libre et une voix forte pour notre pays. Vive le Lot, vive la République et vive la France. Merci à tous.